Alors, une autre image, c'est celle du miroir. Hein, le miroir, si vous regardez un miroir, il est profond, il est clair, il est très clair, il est spacieux, parce que virtuellement, ce qu'on peut voir dans le miroir, c'est sans limite. Et, et en même temps, il contient plein de reflets, hein, plein de reflets, mais il n'est jamais impliqué ni souillé par les reflets. Hein. Et en fait, nous, on s'identifie aux reflets. C'est quand on voit un miroir, par exemple, on aime bien qu'un miroir reflète des belles choses, on est très affecté quand les apparences sont négatives. Mais du point de vue du miroir ou du cristal, il y a aussi l'exemple du cristal, eh bien le cristal ou le miroir reste complètement pur, quel que soit l'objet qu'il reflète quelque chose de magnifique ou qu'il reflète quelque chose de moche, de laid, etc. Et donc les enseignements vous disent cela, hein, vous disent que notre nature est comme le miroir ou comme le cristal. Et une des instructions dans le Dzogchen, c'est demeurer dans la nature du miroir ou demeurer dans la nature du cristal, hein, plutôt que de vous identifier au reflet. Alors pour que ça soit concret, je vais vous donner un exemple. Très souvent, dans notre façon de percevoir le monde, on pense qu'on est dans la tête. Si par exemple je vous regarde, on discute, vous et moi, eh bien on va imaginer spontanément, implicitement, qu'on est à l'intérieur chacun de nos têtes et qu'on regarde par deux trous qui sont nos yeux, on se regarde mutuellement. C'est ainsi qu'on formule quelque part l'interaction, la situation. Et je vais vous proposer un petit exercice tout simple qui est hérité de la philosophie, cette fois-ci de Douglas Harding, Headless Vision, et qui est vraiment excellent, qui pour illustrer la fausseté de cette vision dualiste du monde, et pour nous apercevoir qu'on n'est pas un petit bonhomme piégé dans une tête là, qui regarde par deux trous comme un prisonnier qui regarderait par sa fenêtre derrière les barreaux le reste du monde, mais qu'on ait une conscience illimitée. Alors je vous propose cet exercice qui s'appelle l'exercice de l'œil unique, hein, donc de Douglas Harding. Vous prenez vos deux mains comme ça et vous regardez par les deux trous que vous voyez. Vous voyez un petit bout d'espace, peut-être quelques petites choses à l'intérieur de ces deux trous, pas grand-chose. Hein. Puis vous approchez, donc vous approchez, et vous voyez de plus en plus de choses donc, par ces deux trous. Et puis à un moment, là, vous voyez pas mal de choses quand même, hein, déjà, mais vous avez bien conscience de voir par ces deux orifices créés par vos doigts. Et puis on va étendre, on va ouvrir comme ça, tout en gardant les doigts. Et vous écartez les bras jusqu'à ne plus les voir parce qu'ils sont derrière. Et vous voyez maintenant par quoi vous voyez. Et là, il devient évident que vous ne voyez pas par deux orifices, mais qu'il y a un œil immense, un œil unique, un œil universel, par lequel l'intégralité du monde phénoménal est perçue, qui n'a rien à voir avec qui n'est pas centré, si vous voulez, hein, à l'intérieur d'une tête ou autre. Voilà. Ça, c'est l'exercice de l'œil unique qui est très, très, très beau. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le troisième œil, en fait, c'est ça. C'est l'œil unique. Il n'y a pas besoin il n'y a absolument pas besoin de le découvrir par des efforts extrêmement ardus. Il a toujours été là. C'est l'œil par lequel on perçoit, tout simplement, par l'œil universel par lequel on est simplement conscient. Et vous voyez, tout cet enseignement, on va faire d'autres exercices pendant la durée de cet enseignement, et bien cet enseignement a pour but de nous faire nous rendre compte que cette idée d'être piégé dans un corps qui serait moi, hein, et puis de regarder à partir de ce corps limité et souffrant en fait, hein, et puis surtout mortel, de regarder le monde, hein, et d'être confronté à un monde extérieur plus ou moins inquiétant. Eh bien ça c'est évidemment la source de tout stress, de toute anxiété, de toute insécurité, de toute souffrance, et on peut facilement le voir parce que cette souffrance, elle ne dépend pas de la société dans laquelle nous vivons. Elle est dans notre société, elle prend une certaine forme, mais autant des Romains ou des Grecs anciens, elle prenait une forme différente, mais c'était la même. Hein. C'est la même souffrance existentielle fondamentale, cette mentalité de condamné à mort, hein, de prisonnier condamné à mort qu'on a. Et évidemment, quand vous êtes prisonnier condamné à mort et que vous êtes certain en plus que vous allez mourir de toute façon, mais qu'on ne vous a pas dit à quelle date, eh bien c'est sûr que la vie, même si momentanément on peut fumer une cigarette, comme
ou je ne sais pas, avoir une petite joie très momentanée, il est bien clair que notre condition est vraiment misérable. Et la grande merveille de cet enseignement, c'est de dire, mais ça c'est une hallucination. C'est-à-dire que c'est vous qui vous êtes créé ce scénario catastrophe, en réalité. Et c'est pas très étonnant, parce que regardez dans la vie la facilité avec laquelle qu'on a de créer des scénarios comme ça qui nous limitent, à quel point on a tendance à se considérer comme nul, comme incapable, à quel point on est capable de se persuader que les choses vont rater, etc. À quel point on est capable de dévaloriser, autrement dit, notre condition. Ça, on le connaît bien en psychologie. Mais là, c'est plus fondamental. C'est pas juste une situation ou un cas particulier, c'est notre vue même de notre existence qui est biaisée, qui est déformée, comme par une sorte de sort qui aurait été placé sur notre esprit. Voilà. Et donc, quelque part, c'est un petit peu sortir d'une amnésie, ou plutôt sortir d'une illusion vraiment néfaste, d'un envoûtement, en quelque sorte, généralisé, de toute la société. Donc, évidemment, comme tout le monde est d'accord, presque, eh bien, ça crée une réalité, ça donne du poids à cette réalité factice.